calendrier économique, analyse du calendrier économique de ce qui va se passer dans la semaine. Deuxième partie, donc, où on va travailler ce que on peut attendre de janvier, de l'année 2026, et donc au sens large. N'hésitez pas à vous poser des questions et puis après, on basculera donc sur le graphique et donc regardez un petit peu les zones clés pour nous. Voilà, je vous encourage bien sûr à poser beaucoup de questions au moins sur ce travail des cartes, parce que ça va être un petit peu le ciment de notre année. Et donc on regardera aussi au niveau graphique qu'est-ce que l'on peut attendre sur le niveau annuel. Allez. Salut Nico. Hop là. Voilà, donc cette semaine, on va avoir donc lundi les PMI manufacturiers 16h. Lundi 16h. Indice PMI manufacturier. Donc les PMI manufacturiers, c'est l'indice PMI, c'est un indice où on demande aux chefs d'entreprise un petit peu comment ils sont. Donc on va surtout avoir l'ISM prix payé emploi, qui va compter en manufacturier aussi. Pareil, c'est des indices où on demande en fait la tendance à des chefs d'entreprise qui répondent. Plus on se rapproche de 50, plus on est à l'équilibre. Si on est en dessous de 50, c'est qu'on est un peu morose. Au-dessus de 50, c'est que c'est positif pour l'économie. 18h, le GDP Atlanta. Donc c'est une projection, le GDP de la Fed d'Atlanta, c'est une projection de ce que devrait être le PIB communiqué. Donc ils essayent, par rapport aux résultats donnés dans les autres statistiques, de, on va dire, avoir une projection, de deviner de quel sera le PIB américain au moment de sa publication. Donc on voit que là il y a une projection plutôt dans les 3%. Ce sera tout pour lundi. Mardi, 15h45, donc marché ouvert, attention, 15h45, marché ouvert, on va avoir le mardi le PMI service de décembre. C'est ça, ça va être assez important. Mercredi 7 janvier, c'est un petit début de semaine, vous le voyez. Mercredi 7 janvier, on va pouvoir se marquer l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. 16h, indice non manufacturier de l'ISM. 14h15, une création d'emploi ADP. Donc PMI non manufacturier ISM. 16h surtout, le rapport Jolts. Ça va être le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 16h, le rapport Jolts. Donc après, les deux ISM seront complètement absorbés par ça. Commande bien durable, ça ira. Tac, tac, tac. On n'a rien d'autre de trop important. Bowman, ce sera fermé. Donc ça devrait aller. Jeudi 8. Donc, pour l'instant, le premier gros chiffre, ça va être ça, le rapport Jolts de mercredi. Donc 16h.
Jeudi 8, donc bon, les inscriptions hebdomadaires au chômage, comme d'habitude. Et voilà, pour prévision d'inflation, 17h, on va se le mettre, parce qu'il n'y aura pas, y a pas grand-chose d'autre. Alors, prévision d'inflation, 17h. Et donc, 18h, on va avoir le PIB. Comment le 18h, le GDP d'Atlanta, du coup, hein, pareil. C'est pas ce que je disais. Je pense à la projection du PIB. Tac, tac. 14h30, salaire moyen, bon, ok. Création d'emplois, secteur non agricole, taux de chômage. Le taux de chômage, vendredi 14h30. Attendez, regardez ce que je vais faire. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Exactement, Maxime, c'est ça. On se le note parce que à ces heures-là, on veut pas être en position. Et si on a une position, il vaut mieux la fermer avant que la stat sorte parce que sinon, elle peut te faire mal et ça peut créer des grosses bougies. Et donc et après, ça peut aussi créer des tendances sur la journée. Donc, taux de chômage qui sera publié le vendredi 14h30 ici. Tac, tac, tac. Bon, ça, ok. Indice du Michigan, bon, on sait que c'est pas trop aimé par Powell, mais c'est publié, donc tant que c'est publié, c'est que ça compte. Et donc après c'est tout normalement, ouais, voilà, et ce sera tout. Donc pas une grosse semaine, une toute petite semaine même, j'ai envie de dire, une petite semaine pour la reprise qui sera très calme. Oh, bah, ça dépend de l'annonce. Hein. Si l'annonce, si c'est une grosse annonce, le marché va prendre une direction pour la journée. Si c'est une annonce mineure, voilà, par exemple comme le rapport Jols, ça va influencer la journée de trading ici. Tu vois, ça va influencer la journée de trading. Après, si tu prends une annonce comme le même jour, je sais pas, indice Redbook, voilà, ou le Redbook, ou même le GDP, tu vois, là, il faut mieux que tu évites de trader pendant la minute où ça sort. Les 1 minute, 2 minutes, ça suffit. Tu n'as pas besoin de te priver trop longtemps. C'est juste pour que sur l'effet de la bougie, tu sois pas dedans et que tu aies pas un volume, que tu comprennes pas pourquoi d'un seul coup il y ait moins 20 points et que tu prennes un stop alors que ça revient juste après ou vice versa, quoi. Voilà, on a fait le tour. En résultat, on n'aura pas de résultat, hein, donc il n'y a pas de choses particulières à voir sur les résultats des entreprises. Vendredi, il y avait le GDP aussi. Tu l'as pas dit. Oui. Comment il me le met comme... Et le discours de Barkin aussi. Pourquoi je suis là? Et moi, je vais quitter du coup, sans faire exprès. Donc ouais, ça présente plus du coup. Pardon. Voilà, donc on est bon pour cette semaine. Je sais pas si c'est bon si c'est ok pour tout le monde, si tout le monde a pris note. Normalement, c'est bon pour la semaine. Ouais, bon, je l'avais fait avant. Plus. Donc, qu'est-ce qui va nous attendre cette année 2026? Donc, ça va être l'année où on va voir, vous l'avez vu dans le titre, hein, j'ai mis quoi d'ailleurs comme titre?
Je vous dis, vous l'avez vu dans le titre, je ne me rappelle plus ce que je vous ai mis comme titre. Oui, à quoi s'attendre donc sur 2026. L'IA s'est-elle comptée en 2026? Bon, ben ça, on va voir que forcément, l'enjeu de 2026, c'est de se rendre compte un petit peu si l'IA va payer, va donner enfin de l'argent à tous ces acteurs, à toutes ces personnes qui ont investi dans l'IA. Donc le consensus global de 2026, c'est quand même une résilience au niveau de notamment la croissance mondiale, puisque on projette une croissance mondiale assez stable, autour de 3,20%. Les États-Unis, eux, surperformeraient cette année-là, hein, sur 2026, avec une croissance attendue plutôt dans les 2,4%, et surtout une fuite en avant budgétaire sans précédent, si on peut dire. L'Europe, elle, est prévue de bloquer sur les 1,1% avec un manque donc de souveraineté énergétique, et la Chine, elle, autour de 4,70%, et surtout donc un enjeu pour la Chine avec une passation de l'économie de l'immobilier vers vers la haute technologie manufacturière, puisque justement, attendez, j'essaye de me organiser ça, voilà, ça sera mieux. Donc avec la Chine donc qui prévoit de basculer un petit peu cette économie de l'immobilier vers la haute technologie manufacturière et la création notamment d'IA, comme on disait, et de sociétés technologiques. Les US donc éviteront la récession normalement sur 2026. Il ne devrait pas y avoir de récession. Aux États-Unis, du moins, ce n'est pas ce qui est projeté par les grands groupes. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est un petit peu les projets des grands groupes. Pourquoi les USA seraient sortis, sauvés de la récession? C'est assez surprenant parce qu'on a quand même quelques chiffres qui pouvaient, et souvenez-vous qu'en 2025, c'était quand on avait fait ce travail des cartes sur 2024 pour préparer 2025, c'était le quid, hein, de savoir si justement les États-Unis rentreraient en récession et quel serait face à la récession le comportement qu'on pourrait adopter pour la Fed. Donc là, il n'est plus question de récession et c'est en plus de ça la fin de l'obsession inflationniste, avec donc une inflation qui est décrite dorénavant plus collante, plutôt dans une zone autour de 2,5-3%, et la Fed qui devrait accepter une cible d'inflation plutôt autour de 2,70%. Alors bon, effectivement, hein, oui, on nous a pompé l'air pour revenir à 2% d'inflation, mais là, en 2026, un changement de président de la Fed va changer un petit peu, notamment aussi contribuer à l'acceptation de cette inflation plus collante pour donc du coup avoir des priorités différentes. Et la priorité, ce sera plus la stabilité des prix, mais la stabilité des systèmes financiers, notamment face à la dette. Donc, il va falloir sacrifier certaines parties. La dette, c'est donc un des enjeux majeurs de 2026, si ce n'est l'enjeu majeur de 2026 pour tous les pays du monde. Une adaptabilité, hein, donc de la part du marché face à surtout un petit peu au paradoxe du plein emploi. Souvenez-vous que la Fed a deux mandats. La Fed, elle a le mandat emploi et inflation, et donc elle prend généralement ses décisions de baisse de taux depuis donc l'année dernière, les 3 baisses de taux depuis septembre 2024, puis les baisses de taux depuis septembre 2025, elle les a prises toujours en lien direct avec l'emploi. Et donc, ce paradoxe un petit peu de plein emploi qui est là, avec une pénurie structurelle de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc démographique qui continue de s'accélérer, et donc un chômage qui ne remonte pas finalement. Donc, malgré une croissance molle, ça crée une pression sur les salaires, donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de croissance, mais les départs à la retraite font qu'on a plus de départs que de nouvelles personnes,
de nouvelles main-d'œuvre. Et donc, on a une pression sur les salaires qui empêche l'inflation de redescendre vers les 2% que s'était fixé la Fed. Et c'est donc cette difficulté-là qui fera peut-être accepter à la Fed une inflation finalement plus haute. L'économie est moins sensible aux hausses de taux que par le passé. Cela va faire exploser le nombre de compagnies, de zombie compagnies. Les zombie compagnies, c'est des entreprises qui payent que les intérêts de leurs dettes. Et donc, lorsque le refinancement sera obligatoire, il y aura un risque de faillite assez important. Donc, bon, sans peindre un tableau noir, en tout cas, en 2026, il y aura ce risque-là. Et donc, l'enjeu pour la Fed, ce sera de ne pas avoir des taux non plus trop élevés pour permettre un petit peu cette liquidité d'être en place et ces entreprises-là de s'en sortir. Donc, c'est dans cette crise potentielle de la dette, ça peut être une dette d'État, ça peut être aussi des dettes d'entreprise. Les banques centrales, elles sont un peu donc prises au piège de la dette. Elles seront obligées de sacrifier le pouvoir d'achat des consommateurs et le plein emploi, comme je vous disais, du coup, il vient plus d'une économie florissante, mais d'un manque de main-d'œuvre structurelle. Donc, c'est un équilibre un peu précaire où la croissance, elle est molle, mais les salaires, ils poussent la consommation globale. Okay. Donc, en quoi 2026 sera différent de 2025? Parce que ce qu'on est en train un petit peu d'expliquer là, c'est quelque chose qu'on a senti monter clairement en 2025. Donc, en fait, la principale différence, c'est surtout que 2026, ça va être le grand examen de l'IA. Maintenant, sur l'IA, il va nous falloir un ROI, un retour sur investissement, Return of Investment. Le marché, il va vouloir juger les milliards investis dans les entreprises IA pour enfin voir s'il y a ce fameux gain de productivité. Morgan Stanley, il a nommé 2026 l'année de l'exécution pour eux. Donc, c'est le nom qu'ils donnent. Et pourquoi de l'exécution? Parce que pour eux, l'exécution dans le sens, on exécute. On exécute, on coupe la tête quelque part, d'accord? Donc pour eux, c'est les entreprises qui n'auront pas de ROI clair sur l'IA, elles vont tout de suite subir un déclassement dès la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre. Il y a Goldman Sachs et HSBC qui sont assez d'accord avec ça et dans la même optique. Et eux rajoutent sur cela le power to EA, donc le pouvoir vers l'IA, avec notamment tous les fournisseurs d'énergie, de refroidissement pour les data centers. Donc, ils mettent en avant, si vous voulez, des valeurs des entreprises avec le retour du cuivre, de l'uranium, des gestionnaires de réseaux électriques, des entreprises en fait un petit peu comme ça, pionnières, qui sont mis en avant, qui devraient directement bénéficier sur une plus longue durée de l'effet de l'IA et du data center que peuvent l'être, avec des chiffres donc forcément beaucoup moins importants, mais dans une durée plus stable que celle de l'IA, avec un effet, donc avec des têtes qui devraient tomber sur l'IA sur certaines entreprises du moins, qui n'arriveront pas à sortir du ROI et donc du dividende potentiel ou du moins du chiffre. Donc, ce sera le retour des dividendes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de cash face notamment à toute cette dette. Donc, clairement, si le marché IA ne crache pas de cash, ça risque d'être un crash dès le deuxième trimestre parce que le crash comptable rattrapera très vite un petit peu la magie ou la poudre de perlimpinpin que nous a mis l'IA dans les yeux depuis 2024. Donc en 2026, l'IA doit enfin justifier son prix, où elle sera la prochaine bulle à exploser sous le poids de sa propre consommation énergétique et son poids de dette. La dette américaine, d'ailleurs, au sens large et global, fait peur. Elle fait très peur, voire très très peur, car les taux, il y a notamment des taux qui montent au Japon, et le Japon est un des premiers
subscripteurs de dettes américaines, donc peut-être qu'ils vont avoir besoin de liquidités. Il y a des tensions commerciales avec la Chine qui se mettent, qui n'en finissent pas, hein, un peu comme pour 2025. Et on a donc la note des États-Unis qui pourrait être aussi révisée à la baisse selon je crois que c'était Goldman Sachs, et qui pourrait être révisée à la baisse de par le risque que prend les États-Unis, que prend la trajectoire de cette dette aux États-Unis. Ça nous pousserait à une fragmentation et un retour donc du protectionnisme. On le voit hein, d'ailleurs dans le monde géopolitique avec une sorte de fin de la mondialisation globale et donc un monde dans lequel les taxes douanières seraient un peu plus monnaie courante et un chamboulement donc du coup qui vient par conséquence, un chamboulement complet des chaînes d'approvisionnement. Donc, le risque clair de liquidité bancaire, c'est quelque chose dont Powell nous a parlé, souvenez-vous. Powell nous parlait du resserrement monétaire déjà en mars 2025 et puis en septembre, il avait rappelé que la trajectoire de la dette fédérale était une trajectoire intenable. Il nous avait précisé que selon lui, le niveau total n'était pas intenable, mais que la trajectoire était intenable. Donc, ça sous-entendait qu'il faudrait mettre en place une politique de réduction de dette dans la durée et pas juste une réduction ponctuelle. Et il avait surenchéri en disant que la Fed mettrait à disposition les liquidités en dollars pour favoriser pour limiter le resserrement monétaire. Et donc, vous vous souvenez, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que le resserrement monétaire, c'est l'huile dans le moteur, en fait. Hein. Donc, c'est plus l'huile, moins l'huile est épaisse, plus elle peut circuler, et plus l'argent circule, plus l'économie peut se porter bien. Donc là, il y a quand même un gros risque sur une possible contraction, un possible manque de liquidité bancaire que tout le monde du coup surveille, et donc l'enjeu majeur, il va être plutôt systémique au niveau financier, donc que ce soit en termes de dette et de liquidité face à cette dette, plus que réellement sur l'emploi ou sur l'inflation. Je pense qu'on mettra un petit peu au second plan l'impact réel de ces données statistiques-là, tant que l'économie, quelque part, sera, l'économie systémique monétaire sera en danger ou sera dangereuse ou pourra sembler dangereuse. Donc tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à un dollar qui peut se repositionner et se renforcer, surtout dans un contexte un petit peu géopolitique très délicat et qui empêche en plus l'Europe de vraiment se réformer sur l'énergie et permettrait aux USA de renforcer leur position sur le dollar, puisque quand même c'est une position qui a eu sur les quelques dernières années des secousses, on va dire. Voilà. Donc, notamment, on peut voir ce dont on parlait un petit peu sur le groupe tous ensemble aujourd'hui, où certains m'ont demandé ce qu'on pouvait penser de ce que pouvaient penser les marchés donc de la prise de pouvoir de Trump au Venezuela. Je pense que surtout, parce qu'en dehors de savoir si c'est bien ou moins bien, nous on est personne et moi c'est pas ce que je veux qu'on promulgue ou pas dans le groupe, on s'en fout de ça de toute façon, mais c'est plus pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi ça fait 25 ans qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir et que d'un seul coup il y a un intérêt sur ce pouvoir-là et une intervention en plus qui se fait, mais l'intervention en plus, comment elle se fait? L'intervention, déjà, premièrement, elle se fait non pas avec juste des bombardements qui créent une guerre, un conflit, mais plus un rapt qui crée un coup d'État. Et donc,
qui dit coup d'État, dit possibilité de prendre le pouvoir, et donc quelque chose de plutôt rapide, mais rapide pas au sens guerrier. Et donc ça, c'est quand même pratique parce que ça va permettre très vite de pouvoir prendre le contrôle du pouvoir sur le pays. Donc on ne veut pas s'inscrire dans un conflit armé qui permettrait au pays de rester en place ou au dictateur de rester en place et de continuer à faire son commerce, mais juste lui mettre des bâtons dans les roues sur ce commerce-là, mais plutôt à venir prendre rapidement la main sur certains avantages qui pouvaient avoir ou certains accords commerciaux. Et le deuxième point qui va être intéressant, c'est de se demander pourquoi, en fait, finalement, d'un seul coup, les États-Unis peuvent s'intéresser réellement au Venezuela et pourquoi le pétrole. Moi, personnellement, ça fait, je sais pas, je dirais bien 10-15 ans que, si c'est pas 20, qu'on n'a pas vu de réelle guerre directe pour le pétrole. Et donc, si le pétrole peut être un enjeu pour les États-Unis à aujourd'hui, pourquoi d'un seul coup, il ne l'était pas il y a 5 ans ou 10 ans en arrière quand Maduro était au pouvoir et le Venezuela était toujours la plus grande réserve de pétrole du monde. Donc, pourquoi on s'y intéresse maintenant? C'est un petit peu, à votre avis, justement, quand on voit dont on vient de parler, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire ça? Je pense qu'il y a un gros lien, il y a 2 liens, comme je vous ai dit dans l'explication de l'année 2026, c'est que déjà la Chine a un basculement qui doit s'opérer entre l'immobilier et son rôle de manufacturier sur la haute technologie. Et donc, elle a tendance à vouloir user de sa position de productrice sur les matières premières et notamment les matières rares, hein, les énergies fossiles rares, sur ce secteur-là. Et donc, ils allaient passer un accord avec le Venezuela pour obtenir du pétrole. Et en quoi le pétrole peut être un enjeu pour ce domaine-là? C'est que, comme on vient de le voir, il y a quand même un gros enjeu sur l'IA, et l'IA, c'est notamment les data centers qui pourraient se permettre aujourd'hui d'avoir des data centers qui ne tournent plus ou qui seraient coupés pendant une semaine, 10 jours ou même 1 heure, et même potentiellement, il y a quand même au sens large de la production d'énergie qui doit être fournie pour ces data centers pour qu'ils puissent tourner, et donc que ce soit pour les refroidir ou pour les faire tourner. Et donc, dans tout ce système-là, on a besoin d'un pétrole. On a besoin d'un pétrole qui n'a d'ailleurs pas besoin d'être forcément très qualitatif, puisqu'il ne sert pas forcément à faire de l'essence, mais plutôt du diesel, et donc il peut être mis directement dans des systèmes de refroidissement ou de grosses machineries industrielles pour les data centers. Donc, je pense qu'il y a quand même un très, très gros enjeu à vouloir, inciter les entreprises du secteur énergétique à investir dans cette production-là, et 2, pouvoir redistribuer cette production de pétrole dans des outils, dans des entreprises de l'avenir, en fait, des 10 ans à venir. Et donc, cette jonction entre les entreprises du secteur de l'énergie qui sont déjà américaines et puissantes, qui puissent venir tirer profit pour permettre aux entreprises du secteur technologique et IA de garder leur temps d'avance et d'être le fleuron et d'être les meilleurs pour les 10, 15, 20 ans à venir. La passation est belle, et quelque part, l'un a besoin de l'autre. Voilà, à mon sens, comment je peux voir ou analyser la situation ou la pensée. Et c'est ça qui est plus intéressant, c'est ça qui est beau dans le trading, en dehors de se demander est-ce que c'est un dictateur, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas Non, bien mais fait, alors, dans ce etc. cas-là, qui empêche les Chinois d'attaquer Taïwan maintenant? Lui, il a donné la truc à tout le monde. Les Chinois, ils peuvent attaquer Taïwan et dire: «Ah, oh, je fais comme vous». Et ça peut chambouler encore plus. Exactement.
ça peut chambouler. Tout le monde a forcément un intérêt à faire ce qu'il ferait. Si les Chinois s'intéressent à Taïwan, c'est qu'ils ont un intérêt économique. C'est pas de maintenant que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Hein, j'ai l'impression, du moins. Et par contre, quel serait le plus gros risque pour les Chinois de pouvoir attaquer Taïwan? C'est que jusqu'à preuve du contraire, le président de Taïwan a été élu de manière démocratique et c'est pas un dictateur, et que Taïwan, ça reste un pays stable au niveau du moins diplomatique, et donc c'est pas, on vient pas. Voilà. C'est pareil. Non, c'est pareil sans être pareil. Voilà. C'est quand tu as quelqu'un qui tue des gens de sa population et quelqu'un qui est élu par un peuple, c'est plus difficile forcément à faire tomber que celui qui tue. C'est comme ça. Et ça, c'est moins moral. Et puis, quels sont les enjeux, quel serait le risque, il est beaucoup plus important. Salut Maxence. Salut. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions du coup sur le restant de l'analyse sur l'année. Parce qu'on a abordé quand même des sujets. Il y a des personnes, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec tous les sujets abordés. Ça va très bien. Donc voilà, donc clairement, 2026, ça va être je dirais deux sujets majeurs. Hein, le premier, clairement, en fait, qui sont indirectement liés, enfin directement liés même, si on peut dire, mais indirectement liés aussi. C'est-à-dire que le premier sujet, c'est le moment pour l'IA de venir. Enfin, le premier sujet, c'est plutôt la dette. Je dirais, c'est plutôt la dette au sens large, la dette des États et la dette des entreprises. Et donc, en fait, cette dette est liée à un deuxième sujet qui va être le retour sur investissement de l'IA, parce que comme on a besoin de cash, maintenant, l'argent investi doit venir rapporter de l'argent et doit venir nous redonner des billes, parce que si tout cet argent qui a été placé ne redonne pas de dividendes, ne redonne pas de retour sur investissement, alors il peut y avoir réellement une crise systémique qui se met en place, avec un manque de liquidité dans les banques qui entraîne du coup un manque de liquidité dans le système, et qui en plus de ça du coup deviennent un problème pour les États qui sont déjà surendettés et qui pourraient se retrouver finalement avec une dette qui explose, une trajectoire de la dette qui soit pas saine, mais en plus de ça, des difficultés à pouvoir se réendetter pour payer la dette, parce que les taux explosent aussi, et donc les acteurs n'ayant plus confiance, les investisseurs n'ayant plus confiance, cela serait très 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 difficile. Voilà. Donc, l'enjeu, il est clair, c'est vraiment la dette, et comme toute cette dette a été construite sur et l'arbre qui a caché la forêt pendant tant de temps, c'était l'IA, mais il va falloir que maintenant, l'IA nous montre si effectivement elle peut ou pas assumer son rôle de sauveur des économies au sens large. Voilà. OK. On va passer donc sur le graphique. Donc, on peut voir, sur l'année, juste je vous avais mis ça, on peut voir que sur l'année 2026, ça on l'avait regardé déjà un petit peu au niveau du dernier travail des cartes. On peut voir que on a 34% du marché qui s'attend à avoir deux baisses de taux sur l'année 2026, un peu plus que 34% justement. On est dans les 72% qui s'attendent à avoir deux baisses de taux, puisque si on prend ici 34 plus 27 plus 11, puisque eux en attendent plus, forcément, c'est qu'on est un peu plus dans les 72% qui s'attendent à deux baisses de taux. Et on a seulement 20% du marché, 24% du marché qui s'attend à avoir une seule baisse de taux. On aurait une seule baisse de taux, c'est, souvenez-vous, le target que sont donnés
dans les fameux dot plots les membres du FOMC lors de leur dernière réunion. Donc le marché, mais ça on l'avait vu lors du dernier travail des cartes, travail du dimanche, que le marché attend plus de baisse de taux finalement que ce que lui prédisent les membres du FOMC. Et pourquoi? On avait dit qu'il y avait plusieurs raisons, notamment aussi celle que Powell ne serait plus le président de la Fed, puisque Trump doit nommer un nouveau président à la fin du mandat de Powell en mai 2026, donc dans seulement 4 mois maintenant, 5 mois si on compte le mois de janvier. Voilà, donc on va passer sur l'analyse graphique. L'analyse graphique au sens large. Donc d'abord au sens plus large, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année 2026 si 2026 venait à corriger de manière assez forte et importante? Moi, je trouve qu'il y a des zones qui sont assez évidentes comme zone de blocage. Première zone de blocage assez évidente, on l'aurait par ici, vers les 24 000 points. Tac. Le 24 000 est assez évident. Après, on a quand même un gros trou entre 24 000 et 22 000. On a un gros trou. Pas grand-chose à aller se mettre sous la dent entre les deux, hein, entre ici et ici, vous le voyez. Et puis, de là, on irait presque, je dirais, de 1000 points en 1000 points, hein, puisque de 22, 21, puis 20 000, puis pourquoi pas, voilà, enfin, puis 19 000 ici, on le voit, hein, c'est pas pourquoi pas, c'est d'ailleurs, hop là, vous voyez assez clairement que ça a été une zone bloquante aussi. Et puis après, on irait de là directement, pas loin de 18 000 ici. Vous voyez, presque, ça le découpe après en milliers. Sauf le 17 000 qui est complètement sauté, qui est en trou noir. Hop, je vais le mettre. On est un peu plus bas que 18 000 d'ailleurs. On est un peu plus bas que 18 000. Et on passerait donc de 18 plutôt, à mon sens, à 16 500 ici, comme risque. Voilà ce qui me semble être les paliers les plus gros. Donc, le premier point, ce sera 24 000. Et après le 24 000, on serait clairement dans un gros trou d'air entre 24 et 22. C'est énorme. Et oui, mais le 23 a été bien travaillé ici. Regardez, le 23 a été bien travaillé ici. Mais j'ai du mal à y croire vraiment parce qu'il a été quand même bien testé plusieurs fois. J'ai du mal à y croire. Voilà. C'est parce qu'en plus, il a été travaillé de manière latérale, vous voyez, sur l'accumulation en montée. Mais il n'a pas été travaillé comme ici, là, en zone haute. Tac, je touche et je redescends, tu vois, je touche et je redescends. Donc, du coup, il est resté vraiment, je latéralise et boum, je pars. Alors bon, voilà, 24, 23, 22 et 21, 20. En fait, tous les midis, là, c'est quand même assez propre, hein, je trouve, c'est assez propre. Mais 1000 points par 1000 points, on pourrait très vite les perdre. De toute façon, de 25, là, des 25 400 monnaies à 24 000, il n'y a pas grand support, sauf ce canal haussier que l'on a depuis maintenant pas mal de temps ici, qui marche bien. Et donc, si on revenait dessus, vous voyez qu'il serait proche des 25 000 d'ailleurs, voire 24 880, 875, qui serait bon. Donc, le plus bas du mois précédent, 24 887, est quand même pas trop mal. Donc, voilà. Donc, sur l'année 2026, tiens d'ailleurs, sur l'année 2025, il me semble qu'on a gagné, si je dis pas de bêtises, pas loin de 40%, non? On est en février, hop, 31 décembre 2024, 18, tac, 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 2 janvier. 2 janvier, ici le 2 janvier, on était vers les 21 000 points justement,
Et on finit à 25 500, non, l'année, on l'a fini. Plus haut. Là, 31 décembre, minuit. 31 décembre. On l'a fini où l'année? Eh ben, oh, les traders fous qui étaient là jusqu'à 22h mercredi. Vous savez pas combien on a fini? Clôture 25 434. Donc allez, de 21 à 25. 21%, on a gagné sur l'année. 21%. Et donc, si on revenait, tiens, si on perdait 22% sur l'année, puisqu'on est à 21,11, si on perd dans les 22%, ou dans les 21% même, 25 400 18 fois 0,1, 400 fois 0,80, on serait dans les 20 000 points, entre les 19 800 et les 20 300. Donc, si on perd 20%, on pourrait revenir sur les fameux 20 000 points, vous voyez, et qui, moi, qui sont pas si mal, parce que, honnêtement, les 20 000 points, vous voyez, c'est ici. Bon, c'est un seuil qu'on n'a pas atteint depuis, forcément, le 7 mai 2025. Regardez, c'est pas si vieux que ça, hein, ça ferait un an. Donc, ça ferait 7 mois. Donc, en 7 mois, quand même, on a eu une sacrée accélération. Donc là, si on revenait vers les 20 000 points, en fait, finalement, on perdrait 20% par rapport au plus haut actuel. Mais on serait quand même toujours très, très bien placé par rapport à tout ce... par rapport aux années d'avant, puisqu'on aurait effacé même pas un an de perte si là, en 2 mois, on perdait les 20%. Pourquoi je dis ça? C'est parce que regardez, au mois de février l'an dernier, là, mois de janvier-février, c'est là où avait démarré la grosse chute liée notamment au tarif douanier. Et donc, on avait perdu, là, de 22 000, on était revenu à 16 400. On avait perdu pas loin de 20%, il me semble 18, quelque chose comme ça, de 22 000, non, 16 000, divisé par 22 000, on avait perdu 15%. On avait perdu un peu plus parce que, regardez, j'ai arrondi 22 300 et là, c'était 22 460. Moi, j'ai mis. Voilà. Donc là, si on revenait, si on se mettait à perdre, on va dire, sur le début d'année, entre 15 et 20%, on serait quand même toujours plus haut que finalement, on serait au plus haut que le début d'année de l'année dernière. Et pourquoi pas, si vous voulez, pourquoi pas même revenir, vous voyez, sur le point haut du début d'année de l'année dernière, les 22 000, là, les fameux 22 000 que l'on voit bien en zone bloquante ici, hein, et qui ont resservi de zone de latéralisation après la grosse poussée, qui ont resservi de zone de la latéralisation. Donc, si on revient un petit peu dans cette zone, pourquoi pas? Vous voyez, et ça pourrait être pas mal pour faire, en fait, sur une vision plus long terme, avoir un point bas, hop, un point haut, et hop, comme ça, hein, comme le marché monte comme ça par palier. Donc, pourquoi pas avoir ce point d'appui finalement vers les 22 000 points. Là, vous voyez, je suis même un peu haut, vers les 22 000 points comme ça, voilà. Et là, ce ne serait pas tellement inquiétant parce que 25 422 000, ça nous ferait perdre 14%. Même pas, 13 et quelques. Donc voilà. Bon, pourquoi on penserait à une perte? Je la regarde juste, hein, c'est juste pour voir un petit peu dans l'année qu'est-ce qui peut être fait. En tout cas, le 22 000 sera un point très intéressant. Ça, je vais me le marquer parce que je vois bien que c'est la zone haute du début d'année 2025, fin d'année 2024, que ça a été une zone après au mois de mai sur laquelle on a latéralisé un peu plus. Donc le 22 000, je pense qu'il peut être vu comme un point bas. Si certains sont rentrés là, ils ont accepté cette perte, le marché s'est retourné, ils ont été en gain. Si ça revient, ils peuvent se dire ça peut être un bon PRU, en fait, finalement, un bon prix pour rentrer.
Donc les 22 000, ça on va se le marquer sur l'année. Alors, je me le marque là-haut généralement. Alors, sur l'année 2026, un retour sur 22 000. Dans l'année, parce que la semaine, ça aurait été violent, putain. De quoi? Je dis 22 000 dans la semaine, ça aurait été violent. Ah mais non, pas dans la semaine. Là, je regarde les points qui, dans l'année, m'intéresseront, si le marché devait, on regarde là plutôt sur le sens annuel. Après, il peut se passer tellement de choses que voilà. Mais en gros, là, ce qu'on regarde, c'est quoi? C'est que, bien sûr que si il y a un attentat et sur la Maison Blanche ou j'en sais rien, ça, on peut pas le prévoir et c'est pas ça qu'on regarde. Mais ce que je me dis, c'est que si le marché progressivement construit une phase de correction progressive, parce qu'il y a des signaux inquiétants, et que le marché revient sur 22 000, peut-être que s'il était parti, imaginons là, pendant le premier mois, il monte, il vient à 27 000, d'accord? Il refait un plus haut de tous les temps s'il vient à 27 000, ok? Si dans 2 mois, on est à 22 000, je vais me dire, oh là là, mais t'imagines, on était à 27 000, on est à 22 000. C'est énorme ce qui vient de se passer. C'est une crise. Bon, mais peut-être que ça nous calmera de se dire, ben tiens, quand en décembre, j'avais analysé mon graphique, je m'étais dit que les 22 000 étaient possibles et n'étaient pas alarmants. Parce que finalement, ben, c'était une phase un petit peu là de consolidation et une phase un petit peu de difficulté à percer. Lorsqu'on l'a touché en 2024, lorsqu'on l'a touché en 2020, début 2025, c'était une zone pas facile, là, tu vois, les 22 300. Et pareil, après, on a latéralisé dessus. Donc, si on se rapproche des 22 000, finalement, ça ne voudra pas dire qu'on rentre dans une récession ou dans une crise ou dans quelque chose de dramatique. Ça voudra juste dire que le marché, il a ravalé une partie des gains, mais il aura toujours des gains par rapport à celui qui est rentré bien bas là, ici. Ce sera une façon de dédramatiser la situation. Voilà, et puis au moins, on sait qu'on a nos zones un peu clés de tracer aussi, qui seront bien. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut attendre forcément là de cette news du week-end? Souvenez-vous, regardez, je ne sais pas si certains y ont pensé, mais quand j'ai dû déjà vous le dire, hein, je pense à plusieurs, que quand il y a des événements comme ça, les Américains, souvent, les événements ont lieu le week-end. Je vous le dis souvent, et quand je vous le dis, il y en a qui disent « Ah bon, ouais, machin. » Eh ouais, regardez, encore une fois, ça se prouve. Souvent, c'est le week-end, encore une fois. Là, et là, pourquoi le week-end? Parce que c'est, comme je vous dis, hein, il y a une part de phase d'acceptation. Et donc, effectivement, là, le marché va ouvrir avec vous voyez, je pense que ce qui s'est passé vendredi, il devait y avoir des infos hein, qui ont été données, parce que là, vendredi, le marché était parti un petit peu à la baisse assez fort, sans trop de raison. Pourquoi, après avoir touché là, le point pivot 25 800, on est revenu si bas? Il n'y avait pas de news, hein, il n'y avait rien de spécial. Bon, il n'y avait pas beaucoup de volume. Et il y avait un peu de volume en plus, je trouvais. C'est violent. J'ai trouvé, il y avait du volume. Mais violent, ça ne veut pas dire qu'il y a du volume. C'est quand il n'y a pas de volume que c'est violent, justement. Hein, donc, voilà. Et, mais pourtant, j'ai regardé, il y avait quand même dans les 2005, 3000 contrats sur chaque bougie, donc et pendant presque toute la journée, donc il y a eu pas mal de mouvements. Donc je pense qu'il y a eu des infos données. Maintenant, on devrait plutôt voir l'opération réussie, puisque en fait le risque, c'est que si ça échoue,
déjà tu passes pour la risée du monde, mais en plus de ça, tu rentres en conflit dans une zone proche de chez toi, face à un mec qui est assez fou pour réagir. Là, maintenant, il peut plus réagir. Donc, comme il est neutralisé et qu'il peut plus réagir, on devrait pouvoir absorber ça. Et en plus de ça, ça peut être une bonne nouvelle. Alors, pas directement pour le Nasdaq, de manière vraiment purement directe, parce que, bon, ben, quelque part, le Venezuela n'est pas consommateur de produits de haute technologie américaine, je pense, du moins pas pour avoir un impact sur ces sociétés-là, mais indirectement, comme on disait, sur ben, justement les années à venir, et donc sur une projection plus long terme. Maintenant, ils vont aimer les produits américains. Donc, du coup, on va pouvoir peut-être revoir un petit peu plus vers le haut c'est cette tendance-là qui est pour l'instant, depuis finalement fin octobre, plutôt regardez sur une pression baissière. Hein. Finalement, on n'arrive pas à les casser, ces 25 800 là. Hein. Regardez là, ce point haut, il est difficile à franchir. Hein. Là, finalement, ce point haut là, il est très dur à franchir. Là, le plus haut du mois, et tiens, le moment où justement après ça s'est inversé, il est très dur à passer. Vous voyez, chaque fois qu'on revient dessus, pam, on tombe, pam, on tombe. Donc ce fameux 25 800 là, il a beaucoup de mal à être franchi et à être acquis. En plus, une fois qu'il est franchi, il est souvent perdu dans les jours qui viennent. Donc là, ce sera intéressant de voir si sur ce début d'année, on arrive à l'inverser. Et en plus de ça, regardez comme ici, c'était une zone bloquante aussi. Là, dans ce M, là, c'était une zone bloquante, c'était une zone de support. Donc là, on a vraiment l'exemple type du support qui devient résistance. Donc là, c'est une très très belle zone, donc ça à se méfier. Voilà. Donc ça, on va se l'écrire aussi, parce qu'on peut avoir un beau gap haussier, mais qui permettent, qui viennent buter sur cette zone. Et donc, on va se l'écrire. Et donc, on va plus toucher, en gros, de là à là, quoi. Tiens, d'ailleurs, ça me parle. Je crois qu'on l'avait déjà écrit, ça. De 800 à 865. Le précis du 865, on avait dû l'écrire, ça. Parce que ça me parle, ce chiffre. Aussi, ça me parle. Ça avait bloqué à 867, je crois, une fois. Ouais. Donc, ici, hausse. Je ne touche plus de 800 à 865. Si franchi le 850 et plus, on a 850 plus. C'est un bon support. 720, 820, on avait mis ne pas trader. Ouais. Voilà, il va falloir arriver à recasser les 25 500 là. Ça va pas être une partie de plaisir aussi maintenant. Parce que là, on voit bien qu'on est plutôt sur une pression baissière. Donc, soit là, sur l'ouverture, ils ouvrent au-dessus de 25 500 sur le minuit. Et là, ce sera bien. Alors, ça, on va se le marquer. Si gap haussier vénézuélien, on va appeler ça. Si gap haussier vénézuélien au-dessus de 25 500, alors à l'ouverture, moi, j'imagine bien un retour sur 25 500 pour rebondir. Hein? Ok. Ça, vous avez compris ce que je veux dire? Si là, à minuit, ils ouvrent au-dessus de 25 500, les Européens iront dans le sens. Imaginons, on a un démarrage de séance dans les 25 600, là, plus bas de la semaine précédente, 25 608. Moi, je pense que les Américains, ils peuvent revenir prendre appui sur le pivot du jour. Là, vous voyez, pivot du jour 488 et repartir. Et donc, nous, 25 500, on serait bien. Voilà. Ça, ce serait beau. Ok.
Tac, tac. Donc, de toute façon, lundi, on n'a pas de quoi avoir de l'emballement. Mardi, pareil. Mercredi, on a le rapport Jols. Donc, de toute façon, mardi, tac, on pourrait, lundi, mardi, venir au-dessus de 25 500. Et le rapport Jols peut nous projeter là, vers les, nous reprojeter vers les 25 750. De toute façon, pourquoi regarder finalement trop bas? Pas trop de raisons. Par contre, si ça venait à baisser, parce qu'on est quand même sur une pression plutôt baissière. Okay, donc, si on est sur une pression baissière, depuis, vous voyez, depuis là, sauf ici, qu'on a fait depuis en 18 décembre, la mi-décembre, sauf mi-décembre où on est allé faire un plus haut, tout le reste du temps, on est sur une pression baissière. Là, tac, tac, et là, tac, tac. OK, c'est assez clair. Donc, si on est sur une pression baissière, qu'elle continue, bon, mais on a une belle zone vers ici, 2500, et après, c'est les 25 000. Donc, si la pression baissière actuelle continue, retour zone intéressante 2500 et puis 4900. C'est quoi là? On est à combien ici? Hop. On est plutôt même à 880, 900. Hein. On est plutôt même à 900 qu'à 25 000. Bon, quoique le premier passage sur 25 000, ici, il était propre. Hein. Celui-là, il a touché. Ouais, il est plus bas de 981. Et celui d'à côté, ouais, ouverture 25 022. Donc là, ça veut dire qu'on a fait vous voyez, là, ici, le plus bas. Mais à un moment, le 25 000, il n'était pas bon. Si, ben là, il est bon en tout cas. Ah, maintenant, il est bon. Alors. Là, il y a plus Parce qu'il y a 15 jours, tu m'avais dit qu'il n'était pas bon. Ouais, mais là, regarde comme ils l'ont travaillé. Là, il l'a bien travaillé. Hop, c'est là où il est reparti. C'est le seul moment où il est allé faire des. Regarde. Ici, on est sur des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On est d'accord? On touche le 25 000, on fait un plus haut, un plus bas plus haut, et regarde, et boum, un plus haut, et après, on inverse, on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Une fois qu'on a touché le 25 000, là, ici. Vous voyez? Donc ça, clairement, c'est un bon signal. Donc si on revient toucher le 25 000 une deuxième fois, on doit au moins avoir la moitié d'ampleur du rebond. Donc là, le rebond, il était de 400 points à peu près, grosso merdo. Bon, après, ils l'ont touché de nuit, hein, à 21h, minuit, et après, ils ont rebondi de nuit. Donc nous, on peut avoir bien 25 100 en rebond. 100 points, on peut les avoir. Bon, après, ils étaient allés un peu plus bas. Ils étaient allés à 24 900. Mais... Donc, allez, ça c'est fait. Ok, donc là voilà, cette semaine, je pense que de toute façon, on cassera pas ni le ciel, ni le point bas ici. De toute façon, derrière le plus bas du mois précédent, qui était donc le 24 900, on a en sécurité le canal hein, qu'on regardait. Et encore, ce canal, regardez, il va aller montant pour arriver plutôt vers fin janvier quand même. Fin janvier, il est autour des 25 000. Donc, on a le temps avant d'aller le chercher. Mais en tout cas, voilà, on peut latéraliser comme ça. Si on revient finalement sur le 25 000, en ayant fait en plus, vous voyez, on peut aussi faire ça, parce que si on fait tac, tac, et même si on revient, finalement, en fait, ce qui ne nous dessine pas, je trouve, parce qu'on est sur une pression baissière, finalement, ici, comme ça, on est plutôt sur une pression baissière, hein, on est d'accord, mais ce qui vient casser la pression baissière, c'est que là, on a fait un plus haut que là, en fait, d'accord? Donc, comme on est allé quand même, on est sur un plus haut, un peu plus haut, pas beaucoup plus haut, mais quand même d'une bonne centaine de points. Hein.
Voilà, pas tout à fait 100 points, 80 points. Du coup, on est plutôt sur un schéma potentiel où on reviendrait vers ici, prendre appui et repartir pour créer le W, ou un épaule, tête, épaule. Alors, sinon, on ferait épaule, la tête plus haute, l'épaule, du coup, donc ça voudrait dire qu'on rebondirait, et après, potentiellement, on viendrait redescendre aux 25 000, mais ça, on s'en fout, on aura le temps de l'analyser plus tard. Donc, soit on est sur le schéma épaule, tête, épaule, et donc même on restera dans notre potentiel rebond proche des 25 000, 25 100, et là, ce sera bien. Soit on fait même un beau W, on va chercher les plus hauts. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera bon pour nous. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que, bon, bien sûr, regarder 2026 à la hausse, aucun intérêt, parce que qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller chercher les 30 000 points? Rien, j'ai envie de vous dire. C'est pas. Comment nous on peut dire, on n'ira pas, si on fait x1,20, ouais, 30 000 points, on peut aller les chercher. Hein. Si on fait 20% sur l'année, c'est pas non plus impossible, quoi, ou au moins en point haut. Donc, et puis après, graphiquement, en fait, vous voyez, c'est le plus haut de tous les temps. Donc, le juger, vous dire ça va s'arrêter là, le palier le plus dur, ce sera ici, puis ici, on peut pas parce que on s'en rend pas compte, quoi. Donc voilà. Donc, il y aura qu'une fois qu'on aura travaillé qu'on saura. Là, pour l'instant, on ne peut regarder que à la baisse pour l'année 2026, du moins pour prévoir des zones sur l'année 2026. Après, je pense qu'on peut finir 2026 plutôt vers les 27 000, 28 000 points, 27 500, 28 000. Ce serait pas une super année en soi, parce que on est à 25 400 là tout de suite. Donc, ça nous ferait du 1,10, 10%. 10%. Ce sera dur de faire beaucoup plus de toute façon, à mon sens, cette année, sauf si vraiment, si l'IA crache de l'argent, on peut aller chercher les 20%. Mais est-ce que réellement, comme au milieu, si vous voulez, pourquoi j'anticipe une année qui soit pas autour des 20% de rentabilité sur l'indice, c'est que au milieu de cette idée de se dire que on va avoir l'IA qui donne de l'argent, forcément, il va y avoir des entreprises qui, elles, n'en donneront pas, qui seront sanctionnées. Et donc, ces entreprises sanctionnées vont forcément peser sur les indices. Et bon, alors, autant, comme nous, comme on dit, on traite l'indice pour ne pas s'exposer toujours à une problématique d'action, ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'indice va être un petit peu ralenti par ceux qui se feront couper la tête, quoi. Donc, il y en a qui vont pouvoir carburer et qui vont pouvoir tirer l'indice vers le haut, mais ceux qui vont se faire ruiner et couper les décapités, ben, empêcheront l'indice d'exploser à la hausse, quelque part. Voilà. À mon sens, du moins. Plus il y en aura, moins ça montera vite, quoi. C'est ça? Des gens qui se font crever. Eh ben c'est ça, et oui. Parce que bien sûr que je te dis n'importe quoi. Oui. Imaginons Nvidia donne ce qu'il faut. Bon, ben le marché va aller vers le haut. Mais si il y a plein d'entreprises IA au milieu qui, elles, ne donnent pas ce qu'il faut, elles se font crever, ben forcément, ça va contrebalancer la grosse progression d'Nvidia. Donc, Harvey commence à en rendre compte, ça, ce sera au moment des résultats des entreprises. Au moment des résultats des entreprises, ils vont nous dire qu'est-ce qui sort, quels sont leurs résultats nets, leurs bénéfices, et donc nous communiquer les potentiels gains de tous ceux qui auront investi. Et pareillement aussi sur les entreprises, notamment on pense à Facebook, des choses comme ça, qui ont beaucoup investi d'argent sur l'IA et qui va devoir maintenant publier des résultats d'entreprise à la hauteur. Voilà, parce qu'on a été tolérant. Ouais. Là, les Chinois, ils ont mis l'argent, le métaux, comme les trucs, comme les métaux rares. Ouais. Et ils veulent pas en livrer beaucoup aux Américains. Ça va problématique, ça, dans la haute technologie. Il y a beaucoup d'argent.
C'est parce qu'ils essayent de se repositionner comme un producteur de haute technologie. Et donc, du coup, ils essayent de freiner le potentiel. Maintenant, après, le piège, c'est qu'ils ne peuvent pas non plus ne pas en donner du tout, parce que ce serait se priver d'un business dont eux, ils ont besoin en termes économiques pour leur croissance intérieure, enfin pour la croissance du pays. Donc, en fait, tout est sur un esprit d'équilibre. Alors, on cherche à ne pas donner tous nos outils, mais non plus sans ne pas en donner du tout. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre je donne, mais je donne pas tout. Voilà, c'est un peu ce que font les Américains de toute façon quand ils veulent protéger l'IA et qui disent on veut donner des puces aux Chinois parce que si les Chinois n'achètent pas de puces, finalement, comment on fait du chiffre si on se prive de la plus grosse population mondiale? Mais en même temps, si on leur donne toutes les puces, on prend le risque qu'ils nous copient et que du coup, donc il faut trouver le bon équilibre. Ouais, les chiffres d'affaires des entreprises, le résultat net par action, et puis en écoutant ou en lisant, toi tu parles anglais, Harvey, mais ou en lisant aussi des articles qui donnent les tendances des entreprises une fois qu'elles auront publié leurs résultats, là, début février, hein, c'est la publication des résultats du dernier trimestre. Donc, d'ici 15 jours, 3 semaines, hein, déjà, quand ils vont commencer à publier leurs résultats et qui vont nous dire quels sont leurs targets pour le trimestre suivant. Est-ce qu'ils pensent dégager un bénéfice supérieur? Est-ce qu'ils sont confiants sur les résultats apportés? Et comment aussi ils envisagent la chose sur l'année? C'est-à-dire, en gros, si une entreprise comme Facebook qui a énormément investi dans l'IA, à un moment donné, il faut que ça lui donne un avantage concurrentiel. Il faut qu'elle arrive à dire, grâce à cet investissement, voilà ce qui va nous retomber, voilà le marché qu'on a pu conquérir, voilà qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on n'était pas capable de faire avant ces investissements-là. C'est ça aussi le retour sur investissement. Il n'est pas forcément toujours directement en argent cash, mais il est aussi en projet pour les 10 ans à venir, en disant, voilà, aujourd'hui, je te dis n'importe quoi, grâce à cet investissement, on est capable d'opérer avec une machine des personnes à travers le monde et que c'est un robot qui le fait. Ça, maintenant, on va le développer et ça sera fait partout et ce sera fait dans l'année. Et donc, on estime qu'on a déjà X clients qui sont intéressés par notre usine de production de robots qui va opérer. Et donc, c'est une manne financière à rentrer dans l'année. Donc, c'est pas forcément immédiat, mais là, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un réel retour pour que les gens se disent, ok, on a mis de la dette, mais cette dette, elle n'a pas été créée sur de la magie et du flan, quoi. Elle a été créée sur quelque chose qui rapporte de l'argent concrètement. Le marché, je pense, il va avoir besoin d'être rassuré là-dessus. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, dites-moi s'il y a des questions, dites-le aussi, c'est le moment. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Bon, belle fin de soirée à tous, du coup. Ça va très bien. À demain. Demain, il faut que certains soient sages demain. N'y allez pas à minuit, ça sert à rien. Encore moins avec des PA que vous avez protégés depuis des semaines. C'est quand même con de les perdre sur une bougie qui va monter et qui va redescendre, qui va remonter. C'est quand même un peu con. Eh oui. Ok. Alors que qu'est-ce que ça change? Que tu le fasses à 15h30 ou pour faire 200 balles ou que tu fasses les 200 balles sur la poussée, là, qu'est-ce que ça change? Je pensais que c'était plus facile. Mais pourquoi c'est plus facile? Il va y avoir un mouvement de fou comme ça et toi, tu penses que c'est facile quand ça va être dans les grosses vagues, là? Toi-même, tu dis les bougies, elles faisaient 50 points vendredi. C'était facile? Non. C'était pas facile. Hein? Et non, c'est pas facile du tout. Non, c'est pas facile quand ça fait 50 points. C'est facile quand le mouvement il est régulier, pas quand il est fou. Vendredi, c'était facile de perdre. Voilà. Voilà, exactement. Exact. Il n'y en a pas, on a perdu. C'est très dur.
C'est sauvage. Bon, mais écoutez. Ouais. Ben, c'était très bien. Merci à tous. Ouais, prudence. Belle soirée. Merci, toi aussi. Allez, ciao. Bisous à tous. Ciao. Bisous, bisous. Ciao.